Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Et aujourd'hui, c'est une première. Je ne connais quasi pas du tout l'invité. Alors, comment s'est passé cet entretien? C'est juste qu'en fait, j'ai vu que Jérémy postait sur les réseaux sociaux qu'il était ouvert à quelques interviews. Et je me suis dit, voilà, on va sauter sur l'occasion. J'avais l'occasion de le suivre déjà sur les réseaux sociaux et ce qu'il a à dire, je trouvais très pertinent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de l'inviter. Donc voilà, Jérémy, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, me dire ce que tu fais, mais surtout ce qui intéresse les gens? Comment en es-tu arrivé là où tu es aujourd'hui? Bien sûr. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 31 ans. Aujourd'hui, mon métier, c'est essentiellement de former et d'accompagner des coachs à attirer des clients naturellement. Donc, si tu veux, la différence au niveau du naturellement se fait surtout dans le ne pas avoir à se battre pour les convaincre, ne pas avoir à se battre pour prouver sa valeur aux autres en permanence avec des choses du genre qu'est-ce que tu peux m'apporter, pourquoi je devrais travailler avec toi, ça on oublie, on le raye. Pour que les coachs qui ne sont pas des pros du marketing, donc ce n'est pas le métier, puissent se concentrer sur leur message, sur leurs clients, sur aider les autres, sur leurs valeurs profondes finalement. Et moi, j'ai mis, avec mon associé, on a créé des systèmes qui leur permettent d'attirer des clients et donc de se concentrer sur ce qu'ils aiment. C'est une grosse partie de mon activité aujourd'hui. Je fais encore un peu d'accompagnement, d'entrepreneur personnellement. J'ai des investissements dans tout un tas de choses. J'ai plusieurs entreprises et tout, mais mon activité principale, celle pour laquelle je suis connu aujourd'hui sur le web, c'est celle-ci. Mon parcours et comment j'en suis arrivé là, j'ai fait énormément de choses. J'ai un master en stratégie digitale, donc j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Je fais ça depuis mes études. J'ai été blogueur dans la mode, dans la séduction, dans le sport. J'ai monté un média sur la mode masculine en top 5 français, je crois, si je ne dis pas de bêtises à peu près, avec une marque de vêtements, avec des collaborations. J'ai revendu ça. J'avais tout un tas de compétences. Je suis allé les offrir aux grandes entreprises corporate, à des agences de marketing et de publicité à Paris, des grosses agences. Je travaillais là-dedans en tant que freelance et consultant pendant 3 ans, 4 ans. Et à un moment, j'en ai eu marre. J'étais relativement bien payé, c'était cool. Mais la relation que j'avais avec mes clients ne me convenait pas. Ce que j'apportais aux entreprises avec qui je travaillais, pourtant c'était des grosses boîtes, ne me convenait pas, ça ne me plaisait pas. Je n'aimais pas la direction dans laquelle j'allais. Je me suis dit, il faut faire un switch. Ce switch, ça a été d'aider des gens de l'univers duquel je viens initialement, donc du web, donc des infopreneurs, des coachs, des blogueurs, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait, mon activité, elle s'est remise en place. Et c'était maintenant il y a 2-3 ans, un truc comme ça, je pense. Aujourd'hui, ça se passe très, très bien. Ok, donc aujourd'hui, tu es avec un associé, mais je sais aussi que tu voyages beaucoup. Ton associé, c'est quoi? C'est un ami d'enfance? Comment est-ce que tu as trouvé cette personne? Florian, je l'ai rencontré par des amis en commun. En fait, on avait dans notre cercle des gens qui nous connaissaient tous les deux et qui ont dit, OK, vous êtes tous les deux passionnés de business, vous êtes tous les deux passionnés de marketing, vous êtes tous les deux passionnés de tests, de jeux, de trucs comme ça sur le web. Il faut absolument que vous rencontriez. Je rencontre Florian, c'était la naissance, moi, de mon business. On discute marketing pendant 2 heures. Il me dit, écoute, là, j'ai vu que tu avais lancé ça comme ça, je te conseille de faire ce truc-là. Je rentre chez moi, je le fais. Le lendemain, j'ai des résultats. Et lui, il a adoré le fait que j'implémente ce qu'il m'avait conseillé immédiatement. Et moi, j'ai adoré le fait que ça marche. Et si tu veux, c'était le tout début de mon business à cette époque-là. C'était il y a un moment maintenant. Et Florian et moi, on a continué à rester potes et à rester proches, à discuter business pendant un long moment, je pense une bonne année. Avant que moi, mon business il décolle. Et à un moment, Florian me dit, écoute, si tu veux, je t'accompagne pendant 3 mois sur sa stratégie opérationnelle à ton développement. Ok, on a signé un gros deal ensemble. Il m'a closé sur un très gros deal. Et les 3 mois sont extrêmement bien passés. On a fait un très beau chiffre d'affaires. On a changé plusieurs facettes du business qui étaient extraordinaires. Il m'a aidé à coucher de mon premier livre. Enfin, on a fait plein de choses ensemble. Et à la fin de ces 3 mois, on se préparait à lancer le nouveau programme d'accompagnement pour les coachs qu'on a encore actuellement d'ailleurs, c'est le programme Mercure. Et au fur et à mesure qu'on développe ce programme, je me rends compte d'une évidence, c'est qu'on doit le faire ensemble. On doit s'associer dessus, ça sert à rien que quelqu'un me coacher. Il a autant sa place dans ce business et dans ce programme que moi. Donc je lui ai dit, Flo, on s'associe. Il y a eu des longues négociations pour savoir ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, quelles étaient les valeurs profondes, quelle était la direction qu'on voulait donner à cette entreprise, quelles étaient les choses qu'on rêvait de faire et celles qu'on refusait catégoriquement de faire dans le business, comment on pouvait faire pour y trouver du plaisir tous les deux et pour que ce soit lucratif pour les deux, tout en allant dans une direction émotionnelle qui nous plaisait. Enfin, tout un tas de grandes discussions comme ça avant de s'associer. Et au bout d'un moment, on a accouché du projet. C'était il y a 1 an et demi, je pense, maintenant. Et ensuite, on est parti en Géorgie ensemble. On a monté une communauté d'entrepreneurs. On était en immersion avec des clients à nous pendant 3 mois, je crois, 4 mois. On a vécu tout un tas de choses et en fait, c'est ça qui a créé notre association en fait, et notre collaboration. Ok. Et c'est quoi votre vision commune de votre entreprise? Vers où est-ce que vous voulez l'emmener? Quel est vraiment l'objectif On commun a, que vous avez?
On veut aider de plus en plus de gens, mais pas au détriment de notre liberté. Pour Florian comme pour moi, on ne veut pas de bureau, on ne veut pas avoir 25 employés en costard, on veut pouvoir travailler en remote, en slip de notre téléphone. C'est un peu cliché parce qu'en réalité, je suis habillé, je suis en chemise et je suis derrière un bureau chez moi. Mais je n'ai pas d'obligation de le faire. Je fais ce que je veux, comme je veux. Si je veux me partir en montagne une semaine et décrocher, je peux le faire. Le business, il ne se casse pas la gueule. Je peux gérer l'intégralité de ce business avec mon téléphone. J'ai des choses que moi je fais, des choses que Florian fait. Le mot liberté est au cœur de notre association. Il ne faut pas que ce business nous enchaîne. Donc, on a choisi un modèle qui est sans publicité, qui est sans tunnel de vente, qui est sans webinaire, qui est sans tout ça. Vraiment où on joue à ce qu'on aime et on a trouvé un moyen d'en faire une entreprise pérenne. Donc, par rapport à tes activités avant, c'est là où tu as eu le déclic, c'est vraiment te dire, au lieu d'avoir un job et puis d'espérer quelque chose, c'est d'abord tu définis ce quelque chose que tu veux, et là, c'est la liberté, et puis tu crées un business autour de ça, alors qui te permet d'avoir ça. J'ai créé une entreprise qui était à l'image de ce que je voulais dans la vie, en fait. Je suis parti d'abord de ce que je voulais, moi, comme style de vie, ensuite des personnes que je connaissais le mieux, comment est-ce que je peux les aider, quel est leur plus gros problème, et si tu arrives à faire coïncider tout ça, tu as un truc extraordinaire parce que tu as un produit qui se vend, tu as un produit best-seller puisque tu connais bien les gens en face, tu connais bien leurs problèmes et tu sais comment les aider. Mais à côté de ça, je ne le fais pas au détriment de quelque chose. Il y a un truc qui choque toujours pas mal de monde quand on en parle, mais l'accompagnement one-to-one avec Florian, on en fait très très peu. Parce que ça prend énormément de temps, c'est fatigant, il faut être très présent, tu as une obligation quand même de présence et d'accompagnement dans la personne, ce qui est tout à fait normal dans ce type de produit. Et on a refusé des clients sur une offre, c'était à 50K. Donc, c'est une grosse offre déjà. On a dit, écoute, non, on ne va pas travailler ensemble parce que la façon dont tu en as besoin, dont tu as besoin d'être accompagné, ne va pas nous plaire. Et donc, en fait, on ne va pas s'enchaîner à un truc qu'on n'a pas envie de faire, même pour une grosse somme d'argent. Déjà, notre entreprise n'en a pas besoin, mais en dehors de ça, c'était dans nos core values avec Florian. On a un manifeste de ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut dans la vie. Et faire quelque chose qui ne nous plaît pas pour une grosse somme d'argent, c'était non. C'était non toujours, tu vois. Et on l'a érigé en principe, ce qui fait que effectivement, tu vois, quand tu as une entreprise qui tourne très très bien, c'est facile de dire non pour 3 000. Mais il y a un moment, si tu es bon, on va te demander pour 40 000, 50 000, 100 000, 150 000. Soit tu as mis une règle absolue, soit il y a un jour, tu vas vendre un peu de ta liberté et un peu de ton bonheur pour de l'argent parce que la somme elle sera trop grande. Yes. Alors que si c'est ancré, genre non, tu peux me donner 10 millions, ce truc-là, je ne le fais pas. J'ai plus de problème. Je sais que je ne vendrai jamais ma liberté. Yes, mais je le disais toujours qu'il faut toujours imaginer sur le long terme pour prendre des décisions court terme. Parce que en fait, mais par contre, l'idée du petit manifeste comme ça qui permet de rendre ça tangible et que quand on a peut-être un moment de doute où on est face à une offre, parce qu'effectivement, 50K, bon, il y en a qui n'en ont pas besoin, leur business tourne, mais tu ne vas jamais cracher dessus. Mais c'est vrai que tu vas peut-être te dire, c'est 50K, mais qu'est-ce que ça m'enlève de l'autre côté, puisque ça vient toujours avec quelque chose. Donc, ça, c'est un nouveau point, effectivement, que je n'avais jamais vu. Aujourd'hui, tu aides, comme tu as dit, les coachs à trouver de nouveaux clients de manière naturelle. Hein, c'est ça, je pense, le terme que tu as utilisé. Quel est le problème de tes clients aujourd'hui? Qu'est-ce que tu remarques? Quel est leur principal problème? Parce que c'est d'avoir des clients, mais comment ça se fait? Mes clients aujourd'hui, ils n'ont pas compris ou ils n'ont pas encore bien réussi à implémenter plutôt les 3 phases qui sont vitales dans le marketing. C'est la phase de découverte, la phase d'endoctrinement, le mot il ne plaît pas, mais en gros c'est le prospect tombe amoureux, le produit passe de prospect froid à prospect chaud, quoi, et la vente. Si tu n'as pas un canal ou plusieurs canaux pour chacune de ces choses-là, tu n'as pas de business. Première chose. Donc déjà, des gens qui ne connaissent pas les principes de découverte et donc les principes d'acquisition qui se font sans publicité, ils n'ont pas de nouveaux prospects, donc ils ne peuvent pas avoir de nouveaux clients. S'ils ne savent pas comment transformer un inconnu en personne intéressée, pareil, ils ne peuvent pas avoir de clients. Et si derrière, ils ne sont pas bons dans la vente, forcément, ils n'ont pas de clients non plus. Donc ça, c'est les 3 principaux sujets que je traite avec mes clients. Mais à côté de ça, il y a aussi une notion de connaissance client, de savoir à qui tu t'adresses. Quel est ton client idéal? Quel est son plus gros problème urgent et douloureux? Est-ce que tu peux résoudre ce problème? Parce que si tu arrives à mettre en face des bonnes personnes, dont tu connais le principal problème, la bonne offre qui résout ce problème de façon sûre et certaine, tu as des clients à vie, il n'y a plus aucun problème. C'est un no-brainer, c'est facile, les gens ils signent. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs ne font pas les ventes qu'ils veulent, c'est qu'ils essayent de refourguer une solution dont les gens ne veulent pas. Parce qu'ils ont décrété que c'était bon pour eux, sauf que si les gens ils consommaient ce qui était bon pour eux, enfin on le saurait, il ne va pas de McDo en fait. J'ai vu ton commentaire, il y a pas, c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, que tu parlais justement de quelqu'un qui disait « je suis sûr que mon produit va aider les gens, etc. » ou les gens en ont besoin. Mais là, c'est l'égocentrisme, entre guillemets, de l'entrepreneur et c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment de quoi est-ce qu'ils ont envie et qu'on puisse leur apporter.
En fait, c'est une personne qui m'a contacté sur LinkedIn, qui m'a dit tu es toujours entrepreneur, tu accompagnes toujours des coachs. Oui, pourquoi? Et ben, si tu es entrepreneur, je suppose que tu n'as pas du tout de temps accordé à ta santé et à faire du sport. Tu supposes mal, en fait. Je fais 10 heures de sport par semaine, moi, depuis des années, raté, quoi. Et tu vois, c'est ça la problématique. C'est que tu projettes le problème que tu aimerais que ton client ait parce que tu vas pouvoir arriver en sauveur et le résoudre parce que tu veux sauver ton client. Au lieu de lui demander ce qu'il vit aujourd'hui, de t'intéresser à lui, de creuser un petit peu dans sa douleur, dans son besoin, dans son rêve, et de lui proposer une solution si tu en as une. C'est là la différence, c'est je ne vends pas quelque chose aux gens parce que j'ai décrété que c'est ce qu'il leur fallait. Je leur demande de quoi ils ont besoin et si je peux, je leur propose une solution qui va les aider. Quand tu comprends ça dans la vente, ça change tout. D'où l'intérêt de savoir dire non aussi à un moment donné à un client en disant tu n'es pas un client pour moi ou tu n'es pas encore prêt ou moi je ne suis peut-être pas la personne qu'il te faut. Ça, c'est sûr que des fois, j'ai l'impression que les gens ont peur de dire non et de refuser un client, mais je pense que c'est cette peur aussi de ce besoin d'argent, ce besoin de. C'est un business qui ne tourne pas, quoi. Un point qui m'intéresse, tu as parlé du client idéal et je sais, moi, je pourrais en rencontrer beaucoup que les gens stressent avec ça. Ils essayent de faire des personas absolument. Quel est ton conseil, toi, pour bien trouver sa cible? Regarde qui tu es, regarde qui tu étais il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Voici ton client idéal. La plupart du temps, alors c'est pas forcément vrai pour de l'infoprenariat et du business en ligne, hein, pour les coachs, les accompagnants, les choses comme ça, c'est quel est le mouvement que toi tu as fait sur ces dernières 1 année, 2 années, 3 années, et est-ce que tu peux aider des gens à faire ce mouvement-là? Ça peut être dans la santé, ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'amour, la séduction, le business, une compréhension de vie, sortir d'une addiction, ça peut être un million de choses. Hein. Est-ce que tu es capable de transmettre ce mouvement, cette transformation à des gens? Ok, voici ton client idéal. Ça, c'est une première chose, c'est un moyen simple de trouver. Mais en dehors de ça, un client idéal, pour moi, c'est une personne à qui tu as envie de parler. C'est-à-dire que tu pourrais passer ta journée avec elle. C'est agréable d'échanger avec cette personne. C'est une personne qui a un problème urgent et douloureux. Parce que si tu fais du coaching, de l'accompagnement, du consulting, il faut qu'il y ait un vrai gros problème douloureux. Sinon, tu ne peux pas le vendre à un prix qui vaut ton temps, en fait. Puisque, en fait, d'une certaine façon, tu vends ton temps. Donc, il faut que tu puisses le vendre cher. Sinon, t'es baisé à un moment. Et donc, je disais, ouais, il faut que la personne ait un problème urgent douloureux, il faut que tu aies envie de passer du temps avec elle, il faut que tu aies envie de l'aider, il faut que tu aies la solution. Et enfin, il faut que tu saches comment accéder à ces personnes-là. Moi, j'ai souvent des clients qui arrivent et qui me disent, ouais, mon client idéal, c'est ça, 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 mais je ne sais pas où le trouver. Eh, mais si tu ne sais pas où le trouver, c'est que tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, c'est que ce n'est pas le bon client, en fait. Et tu veux des gens que tu connais. Moi, de mon existence business, je ne me suis jamais dit, je vais vendre à ces gens-là précisément, mais je ne sais pas où ils sont. Non, si je les connais assez bien, je sais où ils sont. Je sais où les trouver, je sais comment aller les chercher s'il faut. Ouais, ça enlève une partie de stress aussi. Mieux on connaît ce client, en fait, ça devient une évidence. Ce client est une évidence et il ne faut pas essayer. C'est comme l'offre, essayer de la vendre absolument à n'importe qui. C'est exactement pareil. Il faut essayer de. Donc, ça, c'est une super approche. Et donc, ton troisième pilier, c'est la vente. Ça, je sais que c'est un gros problème parce que certains disent, mais je suis coach, je ne suis pas vendeur. Moi, la vente, ce n'est pas fait pour moi. Je sais que toi, tu as une façon de voir la vente qui me correspond un peu, de dire, quand tu as la solution à apporter, tu ne vends pas. Tu donnes. Et donc, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui est bloqué par cette vente et se dit moi, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas comme toi, je ne sais pas vendre. En fait, quand on pense vente en France, malheureusement, en francophonie, on pense vendeur de tapis, les mauvais vendeurs de voitures d'occasion, on pense toutes les dérives dégueulasses avec la vente sous pression, avec ce concept des États-Unis, always be selling, pousse, 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 tant que si tu n'as pas assez poussé, la vente, elle ne se fera pas, etc. Non, 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 non. Pour moi, vendre, c'est juste, en fait, creuser dans la problématique de la personne que j'ai en face de moi, qui m'explique quelle est la situation dans laquelle il est, et de me demander, est-ce que j'ai une solution à lui porter? Si j'ai une solution, je lui propose. Je lui propose, je ne lui vends pas, je lui propose. Je lui dis, écoute, tu me dis que tu as ce problème-là, ça vient peut-être de là, moi c'est précisément ce que je résous avec mes clients. Est-ce que tu veux que je t'en dise plus? Oui, non, c'est ok, ciao, pas de problème. Je ne cherche pas à te convaincre, je ne cherche pas à te vendre. Je cherche à t'expliquer que si tu as ce problème précis, moi j'ai cette solution. C'est tout. Yes, ouais, c'est un état d'esprit totalement différent et les gens ont du mal avec ça. Mais je pense qu'à force de l'entraîner, ils se rendent compte que savoir dire non, je pense que c'est ça le plus important. Parce Mais qu'ils ont non, ils ont des blocages sur la vente, ils ont des blocages sur l'argent. Ils ont des blocages sur la vente parce que la vente, c'est un gros mot. Ils ont besoin de se cacher d'être des vendeurs. Alors que non, moi, je suis une entreprise, hein, j'ai des produits, j'aide des personnes. Si tu es une personne qui a le problème que je connais et qui est résolu par mon produit, je vais te proposer mon produit. Je suis une entreprise, je gagne de l'argent avec ça. Donc, j'ai aucun problème à vendre. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin de te dire qu'on va faire un appel gratuit. Non, non, si tu me parles sur Facebook à propos de mon produit, c'est parce que tu veux potentiellement l'acheter. Donc, on va réfléchir ensemble si ce produit peut t'aider ou pas. Et si c'est pour que tu l'achètes, en fait, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et si tu l'achètes pas, c'est pas grave non plus.
Mais j'ai pas besoin de me cacher derrière des jolis prétextes de Miss France là pour te dire que je vais pas te vendre un truc. Si, je vais t'en vendre un. Et ça va t'aider en plus. Première chose. Et blocage avec l'argent, les gens ils n'osent pas parler d'argent. Ils lâchent pas. L'argent c'est sale, c'est tabou, faut pas le toucher. Non, mais attention. L'argent c'est un outil. C'est un outil. L'argent seul sert à rien. Je peux pas le manger, je peux pas dormir dessus, je peux pas m'en servir pour me construire une cabane. L'argent c'est un flux qui circule entre des personnes pour avoir une valeur commune sur des services différents. Moi, de l'argent, j'en veux beaucoup, mais pas, enfin, je ne vais pas le manger, en fait, ni me faire enterrer avec. J'en veux beaucoup parce qu'il me donne beaucoup d'opportunités dans la vie. Il me donne beaucoup de liberté, il permet d'acheter des choses. Et ces choses m'arrangent. Il me faut avoir une vie plus simple. Si j'ai une vie plus simple, je peux me concentrer sur ce qui est plus important pour moi. Donc, les gens que j'aime, ma liberté, voyager, aider mes clients. Plus j'ai d'argent, plus je suis libre intellectuellement, plus je peux faire ça. C'est tout. Et toi qui as voyagé beaucoup, est-ce que cette mentalité de ce blocage de la vente et de l'argent, tu l'as retrouvée ailleurs ou c'est typiquement français, belge, européen? Ça dépend des cultures. Tu as des cultures arabes où la négociation, c'est une seconde nature et c'est très bien vu. C'est normal, ça fait partie de la culture. Au Liban, le quand dira-t-on est très important. Donc, ça va dépendre de comment tu es vu. Qu'est-ce que les voisins vont penser, tu vois. Dans les populations judéo-chrétiennes, c'est très européen ce tabou sur l'argent. Tu vas aux États-Unis, c'est complètement différent. Aux États-Unis, tu passes à côté d'un mec qui a une Ferrari, tu lui toques à la fenêtre, tu lui dis waouh, vous êtes extraordinaire, comment vous avez fait? Tu ne rayes pas sa voiture comme en France. Dans les pays anglo-saxons, le luxe et l'argent, c'est le pouvoir, c'est la royauté, c'est la bourgeoisie. En Asie, c'est un luxe discret, c'est une réussite sociale. En Russie et dans les pays autour, c'est un luxe ostentatoire. On est en sortie de communisme, on a besoin de montrer qu'on a de l'argent et qu'on a réussi. L'argent, la vente et le business a une culture pour quasiment chaque endroit sur la planète en fait. Et c'est très différent, c'est très rigolo à aller regarder en fait. Et quand tu développes un business, alors je ne sais pas si c'est dans tes plans, mais d'expandre un peu vers le Canada, les États-Unis, est-ce que tu vas prendre en compte ça? C'est-à-dire, est-ce que ton offre va être différente? Comment est-ce que si c'est le cas, comment est-ce que tu vas faire? Tu peux pas vendre ton offre qui s'est vendue extraordinairement bien sur le marché français, tu peux pas juste la traduire sans l'adapter à la culture locale et espérer la vendre. Je connais des entrepreneurs qui le font, j'en connais pour qui ça a marché, j'en connais qui se sont plantés. Des gens qui étaient extraordinaires sur leur business en France, ils ont voulu aller aux États-Unis, ils se sont cassés la gueule. Le meilleur truc à faire, je crois que c'est McDo qui dit ça, c'est think global, act local. C'est qu'en fait, il faut penser la globalité de ton truc, mais il te faut des personnes qui sont immergées dans la culture business du pays pour te représenter sur place. Alexandre Cormon fait ça très bien dans la séduction et dans l'amour. Dans l'amour surtout. Son business, il est très, très, très internationalisé, mais à chaque fois, il s'associe avec des locaux pour coacher sur place. Parce que le contenu, oui, il peut le faire, mais coacher des personnes qui ont une culture qui est vraiment différente de la tienne. Quand il est arrivé la première fois aux États-Unis, je me rappelle, on en parlait quand il se lançait aux États-Unis. Aujourd'hui, ça marche très, très bien pour lui là-bas aussi. Mais il a mis 6-8 mois à comprendre quels étaient les leviers des Américains qui ne sont pas les mêmes que ceux des Français, par exemple. C'était le numéro 1 en France. Quand il arrive aux États-Unis, ce n'était pas aussi facile. Il a mis longtemps. Il faut comprendre que quand tu vas à l'international, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même réflexion, ce n'est pas les mêmes valeurs, ce n'est pas le même imaginaire, ce n'est pas les mêmes problèmes. Yes. C'est comme dans la communication, hein, ça je rejoins totalement, tu ne communiques pas de la même façon. Maintenant, j'ai une question, on va se mettre à la place des clients, des coachés. Comment bien trouver son coach? Comment bien le choisir? Quels sont les points? Parce qu'il y en a souvent qui sont tombés dans le piège des beaux parleurs, des gourous. Mais comment est-ce que toi, quand tu as un client, tu peux dire « Ok, j'ai envie de travailler avec lui ». Quelles sont pour toi les caractéristiques qu'on doit aller regarder? Deux choses. Est-ce que le coach incarne son message? C'est-à-dire, ce qu'il te vend, est-ce qu'il le fait? Ça paraît déjà pas mal important. Hein. Quelqu'un qui te vend trouver le grand amour et être marié pendant les 30 prochaines années, qui a 4 divorces et qui est célibataire, visiblement, il n'a pas compris quelque chose. Hein. Donc, pour l'enseigner, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un petit problème avec des gens qui enseignent des trucs qu'ils n'arrivent pas à faire pour eux-mêmes. C'est très personnel, hein, chacun fait ce qu'il veut ensuite, mais ça change à un certain niveau. Tu vois, c'est-à-dire qu'un coach d'athlète pour Jeux Olympiques, j'attends pas qu'il ait la médaille d'or. J'attends qu'il ait fait des athlètes de médaille d'or avant. Ça paraît un peu différent. Et à côté de ça, c'est est-ce que le coach a la vie que tu veux avoir? Prends quelqu'un qui a ce que tu veux obtenir et demande-lui comment on fait. Et paye s'il faut pour. Voilà. Donc est-ce que la personne elle est au niveau où toi tu veux aller? Je ne vais pas prendre comme coach quelqu'un qui travaille 16 heures par jour dans un bureau avec 100 personnes si moi mon but c'est de travailler avec mon ordi sur les genoux dans un chalet à la montagne.
Je vais prendre quelqu'un qui a la version améliorée de ce que je suis. Ouais, c'est ça. Je dis souvent que il doit nous inspirer aussi en partie. On doit avoir confiance, on doit même pouvoir s'ouvrir à cette personne. Donc, ouais, ça, je pense que c'est très important. Ben, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de la discussion. Moi, ce que je dis toujours à mes invités, c'est qu'il leur reste 1 minute pour dire ce qu'ils veulent. Est-ce que ça apporter encore plus de valeur? Est-ce que c'est mettre en avant un de leurs produits, un de leurs services, un événement, peu importe, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc là, tu as 1 minute pour toi. Je t'écoute. Dis-moi ce que tu as à nous dire. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens aujourd'hui sur le marché des entrepreneurs qui se rendent compte qu'ils peuvent être différents, qu'ils peuvent être eux-mêmes, qu'il n'y a pas un truc qui est bien ou pas bien pour être entrepreneur, qu'il y a toutes sortes d'entrepreneurs qui existent. Il existe des introvertis, des extravertis, des timides, des pas timides, des gros, des grands, des petits, des minces, tout ce que tu veux. N'importe qui peut l'être à partir du moment où il fait preuve d'un peu de vulnérabilité, d'authenticité, qu'il arrête le bullshit et les discours qui sont complètement lissés et merdiques et qui nous ennuient tous. Et aujourd'hui, n'importe qui peut trouver son message, ses valeurs, ses choses à apporter au monde. Et il peut le faire en tant qu'entrepreneur, parce que l'entrepreneur touche plus de gens. Il peut atteindre plus de gens et donc porter plus son message. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent, arrêtez d'hésiter et arrêtez de vous dire que vous devez vous conformer à quelque chose pour être de bons entrepreneurs. Au contraire, c'est quand vous allez sortir de cette conformité que vous allez pouvoir être vous-même et que votre message il va être porté par quelque chose. Et après, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur ce que je fais, tu vas sur mon site, il y a un quiz. Tu peux télécharger directement derrière mon livre, il est gratuit. Une fois que tu as lu ça, tu sais déjà si tu m'aimes ou si tu me détestes. Et ensuite, tu peux décider de la suite. Super, écoute, de toute façon, le lien sera mis en description de la vidéo. Écoute, Jérémy, un grand merci pour ton temps. Merci pour ce partage. Je te souhaite tout le meilleur, que ça puisse continuer à se développer, que tu puisses garder cette liberté parce que je pense que c'est très important. Mais en tout cas, merci pour le partage. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Allez, bye.